Webinaire nouveau que l'on a conçu spécialement pour cette fin de premier semestre, donc les assemblées générales ordinaires. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir Manon à mes côtés, virtuellement, puisque chacun anime de son côté. Manon, qui est juriste chez Doux, et qui est l'une de vos interlocutrices lorsque vous faites une création de société ou tout simplement lorsque vous vous posez des questions au niveau des assemblées générales. Bon, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Alors, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, j'ai présenté déjà Manon. Moi, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Doux et je suis expert comptable. Et entre autres, je m'occupe également du département juridique pour justement que les choses aillent mieux. Et donc, c'est un département qui marche très fort. On fait énormément de création de sociétés, énormément d'actes juridiques divers et variés. Et donc, l'idée de faire ce webinaire est en fait due parce que c'est un petit peu l'époque, alors un peu tardive, je l'avoue, vous avez encore 15 jours pour faire vos assemblées générales d'approbation. Et comme on a pas mal de questions, on s'est dit que c'était pas idiot de pouvoir y répondre directement. Alors, on sera avec un comité restreint. Ce matin, on n'est pas 50 ou 60 comme d'habitude, on est moins nombreux parce que soit les assemblées se sont déjà faites, soit ce sont des sujets qui se pratiquent assez fréquemment, mais ça nous tenait à cœur justement de regarder cela. Alors, pour ceux et celles qui connaissent déjà les webinaires, ils savent effectivement que tout se passe en live, c'est pas une vidéo, donc vous pourrez poser vos questions en direct au fur et à mesure, et on va se partager avec Manon, et puis les questions auxquelles on n'aura pas répondu, ce sera au moment de la conclusion que ça se fera. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Ah oui, juste un petit détail qui a aussi son importance. On fait un replay qui arrivera dans votre boîte mail à peu près 5 ou 10 minutes après la fin de ce webinaire. Alors, on va commencer tout de suite par le sommaire. Un sommaire que l'on a divisé en 3 parties. Une partie qui est liée aux obligations, rappeler pourquoi on fait des assemblées générales, ce qui peut paraître d'autant plus surprenant, je l'avoue, pour des gens qui sont en SASU ou en URL, c'est-à-dire qui sont les seuls associés. Après, on prendra un point les dividendes, parce que ça, c'était le gros point en règle générale. Et puis, le troisième, c'est la procédure à suivre. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que l'on fait de façon très concrète. Alors, on va tout de suite commencer par les obligations. Alors, je rappelle effectivement qu'il y a une grande obligation quand on a une société. Alors, quelle que soit la société, ce soit une SASU, une SAS, une URL, une société civile immobilière, une société civile, enfin, toute société doit avoir nécessairement une assemblée générale d'approbation des comptes par année. C'est un minimum. On ne peut pas aller en dessous. Alors, quand je dis une année, c'est par ce qu'on appelle par exercice comptable ou fiscal, vous l'appelez comme vous voulez, mais dès qu'on a terminé un premier exercice, obligatoirement, il doit avoir une assemblée générale annuelle. C'est une obligation, on ne peut pas s'en défaire. Ça, c'est un point très, très important. Et donc, Manon a noté ce qui se passe effectivement d'habitude, à savoir 15 jours avant pour la convocation des associés. Après, vos statuts peuvent prévoir finalement que c'est un mois avant. Vous savez que les SAS ont notamment des statuts qui leur permettent de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Certaines d'ailleurs vont dire il faut que ce soit par lettre recommandée. D'autres diront un simple accord verbal est suffisant si les gens se connaissent suffisamment et qu'ils se côtoient. Et puis après, on rentre dans l'approbation des comptes, parce que ça, c'est un des points majeurs. Il faut approuver les comptes. On va voir à peu près dans le détail. Et puis, le deuxième grand point de cette assemblée générale, c'est l'affectation des résultats. Je crois qu'il faut vraiment avoir bien en tête, effectivement, une sorte de triptyque, même si à l'intérieur, on va rajouter pêle-mêle un certain nombre de choses. Alors, une assemblée générale par année, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire 2 ou 3 ou 4, mais en tout cas, celle qui approuve les comptes, il n'y en a qu'une seule et c'est une par année. Après, on peut avoir des assemblées générales, par exemple, ordinaires, pour décider, par exemple, je ne sais pas moi, de faire une augmentation d'un emprunt, par exemple. On fera une approbation, on donnera quitus aux dirigeants pour pouvoir le faire. Ou ça peut être une assemblée générale extraordinaire, comme le transfert de siège social, par exemple. Mais nous, ce matin, c'est l'assemblée générale d'approbation des comptes. C'est ça dont on va parler. Alors,
Je vais aborder tout de suite le point des dividendes en préalable, parce que c'est généralement la grande question. Et juste un petit rappel avant, c'est que lorsqu'on parle de dividendes, ce sont toujours des sommes qui ont été données après le résultat net. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on dit l'approbation et l'affectation du résultat. Mais juste un petit point pour bien rappeler les choses. Les dividendes, c'est du cash. Ça ne vous donne que du cash et ça ne nous donne rien d'autre. C'est la grosse différence avec notamment les primes et charges sociales, enfin une prime qui va donner les charges sociales, qui va donner la retraite, qui va donner l'assurance maladie, qui va donner les indemnités journalières et qui se donne nécessairement à l'arrêté du bilan. Et c'est pour ça que je voulais bien en introduction rappeler ce que c'était des dividendes. Et on va rentrer, après je vais donner la main juste après à Manon, c'est promis, et puis toute la partie qui est aux primes et qui n'a strictement rien à voir avec l'Assemblée générale. Manon. Oui, c'est à moi. Alors du coup, quand on parle de dividendes, on se demande qu'est-ce qu'on peut distribuer au final. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut distribuer? Ça va être le résultat donc de l'exercice, il est positif, ou les sommes qu'on aura précédemment laissées dans la société. Donc on va prendre un bilan, dans une petite photo si elle veut bien s'afficher. Voilà, une petite capture d'écran du bilan au passif, et on regarde ensemble donc qu'est-ce qu'on peut distribuer. Donc concrètement, vous voyez en haut, il y a les capitaux propres qui comprennent le capital social, la réserve légale, les reports à nouveau et le résultat de l'exercice. Donc là, concrètement, le capital social, on ne peut pas le distribuer. On ne le récupère pas que si on dissout la société. Donc ça, on l'oublie. La réserve légale, ça sera exactement la réserve légale, ce sera exactement la même chose. Donc ça, on ne pourra pas également le distribuer. Par contre, donc là, tout le reste, on va pouvoir. Mais on va pouvoir que si nous sommes en présence de sommes positives. Donc là, par exemple, le report à nouveau, vous voyez, il est d'un peu plus de 7 000 euros. Donc le report à nouveau est positif. C'est des sommes qui ont été précédemment laissées dans la société et qu'on pourrait distribuer. Mais on se rend compte que le résultat de l'exercice est donc négatif, hein, les parenthèses, ça insinue qu'il est négatif de moins 4 000 et quelques, enfin 700 euros. Donc là, concrètement, est-ce qu'on pourrait se distribuer quelque chose? Alors, certainement pas le résultat de l'exercice, mais on pourrait se distribuer donc la différence entre les 7 000 et les 4 000 euros, donc environ 2 500 euros. Voilà pour l'exemple pratique. Alors, donc quel est le fonctionnement des dividendes? Donc, petit rappel, hein, les dividendes, il faut avoir au moins un bilan pour pouvoir se distribuer des dividendes. On ne pourra pas le faire avant, ça serait trop compliqué. Donc, on attend soit d'avoir un bilan, soit parce qu'on a des reports à nouveau, des sommes qu'on aura mis en réserve postérieurement. Donc ça c'est le deuxième point. Donc, il faut soit un résultat positif, soit des reports à nouveau, comme on l'a vu juste avant. Ensuite, on va faire notre assemblée générale, donc c'est le sujet aujourd'hui, l'assemblée générale d'approbation des comptes, par exemple, où on va dire, bah, je souhaite me distribuer tant, je souhaite distribuer qu'une partie, je souhaite rien me distribuer, tout laisser en réserve, en report à nouveau, voilà, dans laquelle on va choisir. Mais comme l'a dit Patrick juste avant nous, en réalité, on peut faire ça dans l'assemblée générale d'approbation des comptes ou même par la suite dans d'autres assemblées générales, si on souhaite se distribuer des réserves qu'on n'avait pas distribuées par le passé. Donc ensuite, on va devoir payer notre flat tax. Donc là, on se connecte sur le site impôts.gouv, mais je vais revenir plus en détail sur la flat tax juste après. Tout ça pour obtenir au final notre dividende entre nos mains. Donc, comme promis, on revient sur la flat tax, qui est le régime fiscal par défaut. La flat tax, qu'est-ce que c'est? C'est 30% d'impôts. Donc, 30% qui contiennent 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Donc concrètement, une fois qu'on a payé la flat tax, en réalité, on n'a plus rien à payer, on touche notre dividende, voilà, enfin net, une fois qu'on a payé la flat tax. C'est la solution par défaut, mais on peut opter pour une autre solution qui est le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On paye quand même nos prélèvements sociaux de 17,2%, donc sur le montant brut distribué, et on va avoir un abattement de 40%
Pour le reste, donc par exemple, si on prend, 100 €, vous allez payer vos 17,2 donc 17,20 €, de prélèvements sociaux et vous allez donc avoir un abattement de 40 donc de 40 €. C'est-à-dire que les 60 € restants, ils vont venir, être taxés auprès de votre impôt sur le revenu personnel, venir majorer votre foyer fiscal, si vous préférez. Donc concrètement, ce choix-là, dans les grandes lignes, si vous êtes pas imposable ou peu imposable, le barème progressif de l'IR pourra être, parfois plus intéressant pour vous. Alors c'est pas une fin en soi, hein, c'est du cas par cas, voilà, faut bien regarder chaque situation, mais concrètement, c'est à peu près ça et si, vous avez, enfin du moment que vous êtes un peu imposable, bah, dans ce cas-là, la flat tax, c'est souvent bien plus avantageux pour vous. Alors du coup, un petit exemple, pour, voir un peu, voilà, le coût du dividende. Donc là, si vous dites: «Bah, écoutez, moi, je veux 100 € net entre mes mains. Qu'est-ce que ça me coûte au final?» Donc là, si on est à la flat tax, donc la solution de principe, hein, dont je parlais juste avant, pour avoir 100 € net entre vos mains, il faudra, que la société, sorte 142 €. Donc ça va vraiment constituer le coût réel, du dividende. Pourquoi 142? Parce qu'en réalité, si on fait, 30 de 142 de 142 €, pardon, on tombe sur 100 €. Donc ça, c'est le coût réel et quand on dit coût réel, c'est parce qu'on peut pas, enfin, on ne fait pas d'économie d'impôt sur les sociétés parce que les dividendes, ils interviennent, après avoir payé l'impôt sur les sociétés, hein, en termes de temps. Alors, si on prend, l'option où si on est à la flat tax, mais qu'on n'est pas imposable à l'IR, donc là, vous allez payer vos prélèvements sociaux toujours, vos 17,2. Donc concrètement, si vous dites toujours: «Je veux, entre mes mains 100 € net de dividendes», bah, en réalité, là, le coût réel, il sera de 121 € et donc même chose qu'avant, si on fait, 17,2, fois 121, on tombe sur 100 € et donc c'est la somme que vous aurez entre vos mains. Donc là, petit récapitulatif, donc si, donc bon, si vous n'êtes pas imposable, bien sûr, ça vous coûtera, moins cher, que si, vous êtes, imposable à l'IR avec la flat tax. Mais concrètement, c'est intéressant de voir ça parce que vous ayez un taux réduit à l'IS ou non, ça n'a aucun impact parce que comme je l'ai dit juste avant, la distribution de dividendes, elle intervient enfin, elle touche un bénéfice qui a déjà payé sur lequel on a déjà payé l'impôt sur la société. Donc, on peut se poser la question de, les cotisations sociales et les dividendes. Pourquoi? Parce que certains dirigeants, doivent payer des cotisations sociales sur les dividendes. Alors lesquels? Ce sont les dirigeants qui sont assujettis à la sécurité sociale des indépendants, vous savez, l'ex-RSI. Donc par exemple, ça va être le gérant majoritaire de SARL, de CELARL ou l'entrepreneur, enfin l'EIRL à l'IS, par exemple. Donc comment et quand est-ce qu'il doit payer des cotisations sociales? En réalité, il doit payer des cotisations sociales, mais pas sur l'ensemble, de la distribution de dividendes. Ça va être que sur, une partie. Donc, par exemple, pour les dirigeants de société, on va payer des cotisations sociales si on dépasse 10 du capital social auquel on ajoute les primes d'émission et les sommes versées en compte courant d'associé. Et si, par exemple, on est en présence d'une EIRL à l'IS, dans ce cas-là, il faudra, que le montant de la distribution, elle soit plus élevé de 10 du montant du patrimoine affecté ou alors 10 du bénéfice net s'il est plus élevé. Donc, concrètement, si on prend un petit exemple tout simple, une SARL, avec un capital à 10 000 €, un gérant majoritaire, qui détiendrait, 80 du capital. En réalité, si, la distribution de dividendes auprès de ce gérant, donc voilà, elle est supérieure à, 800 €, bah, à partir de la partie supérieure, on aurait, des cotisations enfin, il aurait plutôt, le gérant, des cotisations sociales à payer. Et donc ces cotisations sociales, elles sont d'à peu près, 46 pour une idée. Donc maintenant, on peut se demander, bah, quelle est un peu la procédure, quelles sont les questions, phares, pour l'assemblée générale d'approbation des comptes et les choses à ne pas oublier?
Donc la première question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on doit approuver les comptes? Bon alors Patrick, l'a déjà, dit juste avant, mais vous avez 6 mois. 6 mois, c'est une obligation légale, c'est-à-dire qu'effectivement si vous avez clos vos comptes là, au 31 décembre 2019, bah, il vous reste plus que 15 jours. Vous avez jusqu'au 30 juin, 2020 pour pouvoir les approuver. Alors après, il faut juste faire une petite distinction, juridiquement parlant, c'est, la date d'approbation des comptes et la date à laquelle vous allez déposer le dossier auprès du greffe. Parce que bien sûr, il faut déposer votre assemblée auprès du greffe. En réalité, pour le dépôt auprès du greffe, normalement, il faut le faire le mois qui suit. Donc si par exemple, vous mettez en date d'AG, le 30, juin 2020, en réalité, vous avez jusqu'à la fin juillet, de toujours 2020. Et si vous faites votre dépôt en ligne sur infogreffe.fr, et ben là, ce délai d'un mois, il est porté à 2 mois. Donc il faut le savoir, ça peut être plus pratique pour vous. Alors du coup, concrètement, on peut se demander, quels sont, les documents à produire. Donc vous avez votre, assemblée générale d'approbation des comptes, donc c'est là où vous allez dire, comme on le disait tout à l'heure: «Je souhaite distribuer les dividendes, j'approuve mes comptes, je souhaite pas les distribuer» et cetera. Vous avez donc vos comptes annuels, le bilan, le compte de résultat, les annexes, si besoin et donc ça, vous devez bien les signer et les mettre dans le dossier. Vous avez également vous pouvez avoir le rapport de gestion. Alors c'est un rapport normalement que le gérant va faire, enfin que le alors, je vois une petite question: «Et si on ne dépose pas dans les 2 mois?» Alors en réalité, le greffe va vous faire des rappels, va vous envoyer des courriers, mais vous vous exposez quand même à des, pénalités, de retard, hein. Vous vous exposez toujours, voilà, à des pénalités en Mmh. argent. Alors moi j'ai une expérience parce que aujourd'hui on favorise énormément les choses, c'est quand même et Manon va en parler, c'est la confidentialité du dépôt, puisque le greffe, vous devez quand même donner les comptes. Maintenant, ils peuvent ne pas être publiés sur société.com et autres choses, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents à déposer leurs comptes auprès du greffe. Et donc, selon les greffes des tribunaux de commerce, ils sont plus ou moins actifs. Par exemple, à Lyon, on peut dire que c'est hyper actif, parce que dans les 15 jours, généralement, eh bien, ils envoient une première missive, puis après, ils envoient une deuxième missive, puis la troisième change de ton, puisque là, c'est une convocation devant le procureur de la République, hein. Autant dire que ça ne fait pas spécialement plaisir. Alors, je sais que certains greffes sont un petit peu plus laxistes. Bon, en tout cas, celui de Lyon est extrêmement dur sur ces différents points. Ouais, complètement. C'est vrai. À Lyon, on est un peu enfin, ils sont assez difficiles. Donc, Rigide. donc on doit également rajouter on peut être amené à rajouter un document qui s'appelle, le rapport de gestion. Donc c'est plus un document obligatoire, c'est un document où le dirigeant, il va, voilà, parler de la situation financière de la société, mais ça reste quand même obligatoire, par exemple, pour les sociétés cotées en bourse, ce genre de choses. Et sinon, comme Patrick vient de le dire, on peut, rajouter une déclaration de confidentialité, donc pour demander justement, au greffe de ne pas, enfin de ne pas avoir des comptes publics, hein, p qui ne puissent pas être consultés par, tous en fait, tout simplement. Hem, D'ailleurs, donc c'était la prochaine question. Est-il possible de rendre confidentiels les comptes de ma société? Bah, du coup, j'ai répondu: «Oui, il est possible, mais à certaines conditions tout de même». On va les voir ensemble. Donc concrètement, en fait, ça va être des conditions relatives à certains chiffres, hein. Si vous dépassez pas certains seuils, vous pourrez demander, au greffe de rendre les comptes, totalement confidentiels ou, partiels. Et bah, du coup, donc je vois une question, donc qui établit le rapport de gestion? Ça va être le dirigeant. Le rapport de gestion, comme j'ai dit, c'est plus un document obligatoire que dans certains cas, que pour les sociétés, qui vont dépasser, les chiffres qui sont sur votre droite, 4 000 000 de total de bilan, un chiffre d'affaires supérieur à 8 000 000 et cetera et ça va être le dirigeant qui va le rédiger. Après, hem comment dire? Le rapport de gestion, vous pouvez très bien le mettre quand même, hein, si vous le souhaitez. C'est pas enfin, vous pouvez très bien le mettre en plus. Nous, je sais qu'on le rédige souvent, enfin, typiquement, enfin, voilà, vous pouvez le je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous pouvez le rajouter si besoin, en tout cas.
Oui, peut-être Rémi, alors je ne sais pas Rémi si vous faites appel à nos services ou pas, au sein de Doux. Alors Rémi, quel est son intérêt? C'est une excellente question. Il faut, ah bah, super, Rémi, donc on fait les rapports de gestion, hein, si c'est nous qui le réalisons, mais il est vrai qu'aujourd'hui, autant on peut dire des statuts très modernes en France, parce qu'il y a une variété de typologies de sociétés qui est juste inimaginable par rapport au reste de la planète, hein. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Les sociétés civiles immobilières au Portugal, ça n'existe pas. En France, ça existe. En Belgique, par exemple, le mode impôt sur le revenu n'existe pas. Dès que vous êtes en entreprise, c'est forcément l'impôt sur les sociétés. Alors qu'en France, on a su développer tout un tissu, effectivement, divers et variés. À côté de ça, il y a des choses qui traînent un petit peu et j'avoue que moi-même, je suis un peu surpris. Le rapport de gestion en fait partie. Alors, ce rapport de gestion, je rappelle, l'utilité, il est principalement pour les associés. C'est-à-dire que lorsque l'Assemblée générale se tient réellement entre plusieurs associés, eh bien, le dirigeant où le gérant va parler aux associés en leur disant voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est ça un rapport de gestion. Bon, il est certain que lorsque nous le faisons, bah, on marque bien évidemment les choses qui sont obligatoires, mais c'est vrai que ça peut paraître à sourire, notamment dans le cadre de SASU, où le seul associé est le président. Alors, on peut avoir aussi un président qui n'est pas le même non plus que l'associé unique, mais comprenez effectivement que tous ces documents ont été établis à une certaine époque où une société, c'était nécessairement plusieurs associés. Voilà pourquoi ça traîne un petit peu encore. Je pense que dans le temps, ça viendra, mais comme le disait Manon, aujourd'hui, même si on le fait, le rapport de gestion, pour autant, n'est pas nécessairement confié auprès du greffe du tribunal de commerce. Moi, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et du coup, je reprends sur la confidentialité. Donc, bon, bah, parfait. Et je reprends sur la confidentialité. Donc, concrètement, hein, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais c'est tout simplement vos comptes, ils sont normalement publics. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui irait sur le site d'Infogreffe, qui paierait enfin, 8-10 euros, pourrait voilà, voir le compte de votre société, la santé financière, etc. Pour justement donc, éviter ça, on peut demander donc on peut faire une déclaration de confidentialité, donc c'est obligatoirement un acte écrit ou dans lequel enfin, il y a des modèles sur le site d'Infogreffe qui est quand même très simple, ou dans lequel vous mettez tout simplement que vous demandez la confidentialité. Et donc du coup, vous êtes éligible entre guillemets à cette demande que si, donc là, c'est les chiffres de gauche hein, pour commencer, que si votre total de bilan il est inférieur à 350 000 euros, le chiffre d'affaires inférieur à 700 000 euros et le nombre de salariés inférieur à 10, dans ce cas-là, vous pourrez demander la confidentialité totale de vos comptes annuels, c'est-à-dire du bilan, du compte de résultat, de tous vos comptes. Si vous dépassez ces seuils-là, mais que vous restez en dessous d'un total de bilan de 4 millions d'euros, d'un chiffre d'affaires net de 8 millions d'euros et d'un nombre de salariés inférieur à 50 personnes, et ben dans ce cas-là, vous pourrez demander une confidentialité, mais elle sera partielle, c'est-à-dire que vous pourrez demander uniquement la confidentialité du compte de résultat. Votre bilan restera quand même public. Alors, on peut se demander, enfin, bah, quel coût pour cette assemblée d'approbation des comptes. Je vois que vous avez un critère cumulatif. Oui, les critères, c'est que si on dépasse l'un des trois, vous m'arrêtez Manon, Deux des trois, ouais, on deux des est. trois, voilà, si on dépasse deux des trois, par exemple, si vous avez un total de bilan de 4 millions d'euros et que vous dépassez 50 salariés, mais que vous avez 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous devez le faire parce que vous avez dépassé en fait deux des trois critères. Voilà. Ok. Okay. Donc, donc, on était sur le coût. Quel coût? Donc, en moyenne, on est à peu près à 50 euros de frais de greffe quand on dépose l'assemblée, les comptes, etc. Donc, c'est un peu moins, mais c'est à peu près ça. Mais il faut quand même avoir à l'esprit, toutefois, bah, voilà, les coûts de production du bilan, les coûts également bah, juridiques pour faire cette assemblée, parce que généralement, vous ne le faites jamais seul, vous faites quand même accompagner. Alors, sur la conclusion, merci Manon pour ces commentaires. Vous avez remarqué qu'il y a quand même un certain travail qui est effectué pour réaliser une assemblée générale. Elles ne sont jamais neutres. Pensez bien, effectivement,
si vous ne voulez pas que les comptes soient publics, alors il faut les déposer au greffe, mais le greffe ne le communiquera pas à d'autres personnes. C'est cette fameuse notion de confidentialité. Je crois que pour nous, en tout cas, on le propose systématiquement aux personnes. Je crois que énormément Oui, de clients aiment à rendre confidentiel effectivement leur compte. Hein, ça leur évite un peu ce côté voyeuriste que certaines personnes ont à regarder les comptes annuels, notamment si vous avez un seul client, du coup le mec il peut pas connaître si vous gagnez ou pas de l'argent sur votre société. Donc ça c'est un des critères auxquels les gens sont très sensibles. Alors je sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense effectivement qu'on a fait. Bon Doux, oui, fait les assemblées générales de nos clients, hein, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. C'est une prestation que l'on propose et on s'occupe tout de A à Z. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on n'était pas très nombreux aujourd'hui. Ce que je vous propose d'ailleurs, et ce serait super sympa, si vous avez aimé, c'est d'aller faire un commentaire sur le post de LinkedIn suivant. Pourquoi? Parce que cette semaine, enfin vendredi, je me suis bien pris, j'ai rajouté d'autres webinaires sur cette semaine. Il y en aura pour la semaine prochaine. Je rappelle aussi qu'on a un invité le 23 juin, donc c'est dans un peu plus d'une semaine désormais, où on fait intervenir un growth hacker qui est l'un des plus connus au niveau national. En tout cas, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à aller sur le post LinkedIn. Et je lance un sondage d'ailleurs pour savoir ce que les gens ont envie de voir. Je sais que certains nous ont dit, tiens, ce qui serait sympa, c'est de savoir qui est Doux, ce que vous faites, d'où vous venez, pourquoi le nom Doux, etc. Si vous avez envie, allez sur le post LinkedIn et commentez et likez, ce sera super. Bon, d'ici là, en tous les cas, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas en tout cas à revenir, hein, puisque chaque jour, un webinaire chez Doux. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Et puis, on va se quitter sur de la musique. À très bientôt. Au de revoir. même. À très bientôt. Au revoir.